Alors, je vais passer la parole à Geoffrey, donc en posant la même question, même si on s'attend à la réponse. Donc, quelle est l'affaire qui est pour vous le plus représentative en matière de défaut des banques? Bon, à la base, moi, je dirais que c'était l'affaire UBS, mais bon, c'est pas celle que j'ai traitée, mais c'est pour l'instant, pour moi, ça reste la plus impressionnante et celle qui va aller le plus loin, je pense, au niveau judiciaire et dans les condamnations de la banque. Mais bon, alors je vais vous parler du dossier que je connais le mieux, qui est celui qu'on a sorti à Mediapart, qui est sur la banque Pache. La banque Pache, en fait, c'est une banque genevoise qui est une filiale du Crédit Mutuel CIC. C'est une banque que le Crédit Mutuel, via le CIC, a pris le contrôle en 1998 en devenant filiale à 100%. Déjà à l'époque, son président, donc ils envoient un cadre supérieur du Crédit Lyonnais, de la Lyonnaise de Banque, pardon, CIC Lyonnaise de Banque, qui est Christophe Mazurier. Ce monsieur, il arrive à la banque et la première chose qu'il dit au temps, en prenant la direction de la banque, c'est que, j'ai la phrase là, c'est en utilisant la notoriété du CIC, nous travaillons beaucoup sur l'exil fiscal. Et il leur explique, c'est-à-dire en aidant nos clients à s'installer en Suisse ou à l'étranger. Voilà. Au moins c'est clair, il n'en s'engage pas, disons qu'on peut lui reconnaître ça. Ils ont donc des filiales eux-mêmes à Monaco, à Dubaï, au Brésil et aux Bahamas, bien sûr, hein, parce que c'est sympa, et au Liechtenstein. Donc nous, on a un peu découvert cette affaire parce qu'il y a eu le Crédit Mutuel a un peu paniqué en fait, parce qu'ils avaient licencié 3 des salariés, un peu comme à UBS, on va dire. 3 salariés qui, en décembre 2012, se sont rendus compte que sur Monaco, il y avait des opérations qui leur semblaient suspectes, on va dire, pour débuter. Donc ils en alertent tout bêtement leur direction. Eux, c'est des anciens de la banque. Il y en a un, ça fait 14 ans qu'il travaille dans la banque. Et ils commencent à découvrir des choses, des dépôts d'argent qui vont de 50 000 euros à 400 000 euros de dépôts en liquide au comptoir de la banque, qui arrivent des dépôts de 70 000 euros toutes les semaines. Et ils trouvent ça un peu bizarre. Et notamment, c'est des dépôts qui sont faits sur ce qu'on appelle les comptes internes de la banque, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas déposés directement sur un compte client, mais qui sont déposés sur les comptes de la banque, et certains clients n'ont même pas encore de compte dans la banque. Donc il y a un moment où ils vont se retrouver avec 400 000 euros déposés sur les comptes internes de la banque. Il va falloir 1 mois avant qu'un compte client soit crédité, et il est crédité du coup par un virement de la banque, ce qui permet de transformer un dépôt d'argent en virement bancaire. Donc aux yeux de la loi, d'un coup ça devient on va dire blanc, ça veut dire propre, on va dire propre. Et donc eux ils découvrent ça, ils décident d'alerter leur direction en disant c'est pas normal, il y a un manque de rigueur à la base. Ils voient que ça, ils voient un manque de rigueur. Et ils se rendent compte que ça bouge pas vraiment. Ils ont une première réunion en janvier 2013 où on leur dit écoutez, prenez vos vacances, on va tout régler, on se revoit dans 1 mois, tout va être fait. Et c'est la suite étant qu'un mois après, rien ne s'était passé. Il y a une deuxième réunion qui a lieu en mars entre un sous-directeur de la banque et le directeur de la filiale à Monaco, qui se passe en mars 2013. Et là aussi, très décontracté, hein, on va se mettre à parler des opérations, mais d'une façon... Alors, on a l'enregistrement, c'est comme au café du commerce, on discute, oui, on blanchit, enfin, tout est là, tout est dit, et il lui dit, vous savez, nous, à la banque Pache Monaco, on est dans une situation où on doit accepter des clients que personne ne voudrait, des opérations que personne ne ferait ailleurs, mais comprenez, c'est quand même pas mal d'argent pour faire rentrer dans les caisses. Donc le directeur lui explique ça, et il lui fait comprendre... de toute façon, tout se passe avec Genève, nous on n'a pas trop les mains là-dessus, donc il implique la direction centrale. Et il explique, notamment il parle d'un gros client à la réputation sulfureuse, qui est un Brésilien qui est Ricardo Teixeira, et qui est aujourd'hui cité dans toutes les affaires liées à la FIFA, au Qatar, au pot de vin. Il y a déjà eu une enquête sur lui en Suisse liée à la corruption à la FIFA.
Donc il arrive à Monaco avec 30 millions qui dépose sans problème dans cette banque. Donc voilà, il y a ces opérations-là. Finalement, lui, on va dire, c'est un des cas les moins graves parce qu'on n'a pas de... Il n'y a pas de preuve qu'il a blanchi de l'argent. Il a amené de l'argent énormément, on ne sait pas d'où, mais il n'y a pas de preuve. Et après cet entretien, ils sortent un peu du bureau. Bon bah, qu'est-ce qu'on fait? Donc ils décident d'alerter leur hiérarchie sur Genève. Le directeur Christophe Mazurier descend sur Monaco, donc ils se disent ah, on va régler le problème. Mais pas du tout. Ils font une réunion avec tout le personnel. Ils sont 14 à Monaco, ils sont pas beaucoup. Et ils leur expliquent écoutez, il y a des petits malins qui ont enregistré des conversations, qui pensent pouvoir jouer avec nous. Et il fait une espèce de métaphore sur le billard en expliquant qu'il faut savoir très bien y jouer quand on commence une partie. Donc ils comprennent que qu'il ne se passera rien parce qu'à la base en fait ils veulent juste une inspection, ils veulent qu'on mette fin à ces pratiques, ils n'imaginent pas encore sur quoi ils sont tombés. Et là ils commencent un peu, parce que c'est des petites banques, donc les circuits, on va dire que les opérations sont ouvertes, tous les banquiers peuvent voir ce qui se passe dans la banque, ils vont un peu sur les ordinateurs et c'est là qu'ils découvrent qu'il n'y a pas un client qui n'est pas pourri, à part les leurs. C'est vrai, c'est vérifié, à part les 3, les leurs. Tout le reste, tous les banquiers ont que des portefeuilles avec des opérations vraiment très suspectes. Donc ils décident de prendre une avocate, d'alerter la direction, la banque, le siège, donc le Crédit Mutuel à Paris. Donc ils se disent, Crédit Mutuel quand même, deuxième groupe de détail en France, c'est une banque mutualiste, ils vont réagir. Donc l'avocate essaye de joindre, envoie un premier courrier au siège du Crédit Mutuel à Paris. Et elle a une réponse le lendemain. Le lendemain, elle reçoit un appel du directeur juridique. On a même le SMS pour le prouver. Et le directeur juridique lui dit oui, il est opportun de se parler. Le 17 mai, venez à Paris. Ils les reçoivent au siège à Paris. Elle se retrouve face au directeur juridique du CIC, du Crédit Mutuel. Ça va durer 3 heures, ça va être une réunion très tendue où les deux directeurs juridiques vont lui dire vous faites du chantage, vous essayez de toucher à la réputation du Crédit Mutuel en racontant n'importe quoi, on ne se laissera pas faire, vous n'avez pas de preuves, vous n'avez rien, qu'est-ce que vous voulez des indemnités pour vos clients Elle leur explique non, on veut juste une inspection. On veut juste qu'on mette fin à cette pratique dans cette banque qui est votre filiale et on pense que vous n'êtes pas au courant. Pendant la réunion, il y a même Michel Lucas qui fait un petit passage très silencieux qui va assister pendant une demi-heure à cette réunion sans broncher, qui va en repartir sans dire bonjour, sans dire au revoir. Et elle va leur remettre du coup des preuves, notamment l'enregistrement où le directeur explique qu'ils font du blanchiment. Il ne se passe rien, et, ils se séparent. Le lendemain à Monaco, il y a de nouveau le Christophe Mazurier qui débarque, le grand directeur de Genève qui débarque, un peu énervé, qui leur dit j'ai dû interrompre une partie de golf. Et oui, non mais ça c'est marrant. Et il commence à évoquer ces opérations-là. Lui donne l'impression qu'il n'est pas au courant. Et dit on va régler tout ça, de nouveau des promesses, donc voilà. Et dans tout ça, le Crédit Mutuel n'a échangé aucun mail, il n'y a aucune trace écrite de ce rendez-vous, ils se sont bien, ils n'ont jamais répondu au courrier de l'avocat, il y a juste ce SMS où ils se sont fait avoir, parce que l'avocate, qui est très intelligente pour le coup, a pensé à lui faire valider par texto au directeur juridique le lieu du rendez-vous et l'horaire. Donc ils ont ça qui prouve qu'il y a eu rendez-vous au siège du Crédit Mutuel quand même. Et après cette réunion énième, c'est là qu'ils évoquent tous les cas. Et on a des cas vraiment de blanchiment, je veux dire, même moi qui n'y connaissais pas grand-chose au début, c'est flagrant. Ça part vers les Bahamas, ça part vers des sociétés écrans au Panama. Il y a par exemple un compte qui va être actif pendant une semaine, il va être ouvert en septembre 2010, le 9. Et du 9 au 15, il va avoir 2 dépôts d'argent qui représentent à peu près 500 000 €. Et en 5 jours, tout va s'évaporer vers des comptes de résidents chinois qui sont installés en Italie. Et alors, ce qui est le plus marrant, parce qu'ils sont assez marrants dans cette banque, c'est que cette société
qui en plus au Panama, gère les comptes, gère une société de blanchisserie en Italie. Oui, oui, c'est écrit dans le document commercial, ils font, voilà, c'est blanchisserie. Bon. Donc voilà, donc tout disparaît, il y a ça, il y a un autre système où c'est l'argent est envoyé dans ce qu'on appelle les banques des casinos. Donc ça part d'abord en Floride, c'est des banques où en fait quand on va aller jouer au casino, on dépose, on va dire, on veut jouer aux États-Unis, on dépose 400 000 euros sur un compte de casino, sur les banques des casinos. Et après, quand on va être crédité, on va au casino, ils nous créditent en jetons de 400 000 euros et on peut jouer dans les casinos. Donc ils font ça. À chaque fois, ils perdent. Hein, ils perdent tout. Tout leur argent est perdu. Donc ils jouent 400 000 euros et ils perdent tout à chaque fois. Donc ça part vers la Floride, c'est renvoyé vers un casino des Bahamas. Et là, ils retirent donc leurs jetons. Et le système, c'est qu'ils retirent les jetons casino. Et quand ils reviennent à la fin de la journée, eh ben, ils transforment leurs jetons casino en chèque de banque, c'est-à-dire en chèque casino, ce qui permet de, là aussi, on ne sait plus que c'est du liquide, et mon argent, je l'ai gagné au casino, il est propre, regardez. Donc il y a tous ces cas que vont dénoncer les lanceurs d'alerte. À la fin, ils s'en doutaient un peu, un mois après la dernière réunion, donc en juin 2013, un des salariés est licencié pour faute lourde, parce qu'il utilisait le portable de la banque en privé, soi-disant. Donc il est licencié, et les deux autres, un mois après, parce que licenciement économique, il n'y a plus trop d'argent dans la banque. Donc on a, dans cette banque, on a quelque chose d'impressionnant parce qu'on a une coquille vide, en fait. C'est-à-dire qu'à Monaco, ils se sont mis vraiment à faire que blanchir. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre utilité de la banque. Il n'y avait pas un compte qui était en règle. Et on a une banque vide où il n'y a que des transferts, que des comptes qui sont ouverts pendant une semaine, qui ne vont pas avoir d'activité, que des dépôts d'argent. Et il y a une vraie dérive mafieuse, c'est ce qu'on a dit dans Mediapart, une dérive mafieuse de la banque qui va commencer à trouver ça tout à fait normal, avec des gens qui en parlent ouvertement, avec le contrôleur interne qui va ne rien signaler, enfin... Toute la hiérarchie est mise au courant. Pour dire que Christophe Mazurier lui-même pratique des montages financiers bizarres via Monaco, c'est-à-dire le grand patron de la banque a créé une société au Panama où il reçoit 2 à 3 millions d'euros qui reviennent vers la France via une SCI sur Nice avant d'être transférés sur des comptes à Monaco et qui terminent à UBS Monaco sur un compte personnel. Donc on les retrouve. Donc voilà, on a totalement une dérive de cette banque-là, et avec là aussi toute la hiérarchie de la banque, et même malheureusement on va dire du Crédit Mutuel, qui va se retrouver mouillé et qui à aucun moment va réagir, quoi. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en fait ils auraient préféré ne rien savoir, et c'était ah non, pourquoi vous venez nous dire qu'une de nos filiales fait ça? Oui, du coup, peut-être une dernière question, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui au dernier stade de ton enquête? Alors aujourd'hui, il y a une procédure judiciaire qui a été ouverte sur Monaco, ce qui est déjà très rare. Il y a une instruction qui est faite pour blanchiment d'argent. C'était très compliqué d'aller au bout d'une enquête en blanchiment d'argent parce que les opérations de blanchiment se passant à l'extérieur de Monaco, ça demandait qu'elles soient condamnées par l'Italie, par les autres pays où ça s'est déroulé, au Brésil. Donc ils ont fait un supplétif, le juge d'instruction a fait un supplétif pour omission de déclaration de soupçon. L'enquête avance très doucement. On nous a fait comprendre qu'à Monaco, on n'aime pas trop faire de vagues. Hein, voilà. C'est ça qui va être beaucoup plus compliqué pour les salariés, pour faire reconnaître que non, ils avaient bien découvert quelque chose. Donc ça va être long. Et c'est bien le problème, mais voilà où ça en est. Eux, ils passent devant le tribunal du travail. Il y a déjà un comité, donc c'est l'association des marchés financiers mais monégasques, qui a reconnu qu'un des licenciements a été abusif, donc celui-là pour faute lourde. Donc ils sont devant le tribunal du travail à Monaco. Merci beaucoup Geoffroy pour ton intervention, qui est en plus sur une affaire aussi là pour le coup assez récente
Alors ce qui est intéressant peut-être c'est de commencer à réfléchir aux montants qui sont avancés encore une fois et effectivement à la variété des intervenants en France et dans les paradis fiscaux. Ouais.